Salut tout le monde, avant de faire un point global Fuji, Canon, Nikon et Sony la semaine prochaine dans une vidéo qui je pense va être casse-gueule, on va faire un complément concernant le Canon R5 Mark II pour évoquer des petits points que je n'ai pas évoqués dans la grosse vidéo de test. Le premier, c'est est-ce qu'un capteur de 45 millions de pixels du Canon R5 Mark II tue complètement le Canon R3 et le Canon R1 avec ce capteur de 24 millions de pixels? La réponse est oui, mais. C'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, franchement, vous serez mieux avec un Canon R5 Mark II. Mais il y a quand même des cas où c'est pas vrai. C'est-à-dire que un Canon R3, quand vous prenez des photos à 12800 ISO en RAW et que vous comparez les deux photos, bon, il y en a une qui est tordue, il y en a une qui est droite. Message pour quelqu'un qui se reconnaîtra, ça doit être corrigé, ça. Mais effectivement, il n'y a pas photo en fait en termes de qualité. Il y a une vraie différence à 12800 ISO. Alors, certains diront oui, mais si on le retraite, l'image et compagnie, on arrive probablement à quelque chose de similaire. Peut-être. N'empêche que ça demande plus de travail. Et clairement, ici, regardez la colorimétrie, la peau, on a plus de détails sur le capteur de 24 millions de pixels à 12800 ISO que sur le capteur de 45 millions de pixels. Donc, ça lui donne un avantage. Et c'est pas que sur une photo. Ah bon, c'est toujours tordu, mais effectivement, quand vous regardez bien, il y a une vraie différence dans la dynamique, dans le rendu des couleurs. Il n'y a pas photo. Entre les deux, je préfère toujours la photo du Canon R3. Et une troisième photo pour la route, effectivement, si vous les prenez comme ça, il n'y a pas photo. Les photos du Canon R3 ou du Canon R1 sont toujours supérieures à celles du Canon R5 Mark II. Lorsque vous arrivez à 6400 ISO, c'est léger. À 12800 ISO, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire que si vous prenez une majorité de vos photos à 6004 ou surtout à 12800 ISO, vous avez un vrai intérêt à utiliser le capteur du Canon R3 ou le capteur du Canon R1 par rapport au R5 Mark II. Le palier, c'est à peu près 3200 ISO. Jusqu'à 3200 ISO, j'estime que les deux, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Tout ce qui est de ISO 100 à ISO 1600, évidemment, vous avez plus de détails avec 45 millions de pixels. Équilibré à 3200 et la balance commence à s'échanger à partir de 6400 ISO et à 12800 ISO, clairement 24 millions de pixels supérieur à 45 millions de pixels. Et cet avantage-là, il n'est pas uniquement en photo. Parce qu'en vidéo, on a de la 4K suréchantillonnée en 4K 50 sur du R3 ou du R1. Et quand vous zoomez à 200% comme ici, ça se voit. Sur de la 4K 120, on a du pixel binding, on appelle ça sur du Canon R3, c'est-à-dire qu'on va combiner des pixels. Moi, je pense que sur du Canon R5 Mark II en 4K 120, on est probablement sur du line skipping, c'est-à-dire que au lieu de combiner des pixels pour en faire qu'un seul, on va sauter des lignes. Forcément, quand on zoome ici à 200%, c'est ce que je vous montre, la qualité produite en vidéo par du R3 ou par du R1 va être supérieure à la qualité du R5 Mark II. Après, ici, je suis zoomé à 200% pour que vous puissiez le voir. Est-ce que réellement, si je dézoome et je vous mets la vidéo à 100%, est-ce que réellement vous voyez la différence? Beaucoup moins. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quand on vous met l'œil dessus et qu'on vous le zoome, c'est évident. Quand on dézoome et qu'on regarde la vidéo normalement, et encore, il n'y a pas de mouvement là. Si je vous avais introduit du mouvement dans la vidéo, la ligne entre les deux est beaucoup plus difficile à voir. Mais voilà, si vous ne prenez pas une majorité de vos photos à 6004 ou à 12008 et que vous croppez pas ou que vous zoomez pas à 200% dans votre vidéo, c'est vrai que le Canon R5 Mark II aujourd'hui, ça va être compliqué pour le Canon R1 et pour le Canon R3. Deuxième sujet, on a une nouvelle batterie LPE6P avec ce R5 Mark II. Ça veut dire que le LPE6NH ou le LPE6N est compatible avec le R5 Mark II, mais clairement, il n'est pas fait pour ça. Donc, si je vous donne les détails, tout ce qui est réseau, Wi-Fi et Ethernet est désactivé si vous n'avez pas la nouvelle batterie. La griffe accessoire sur laquelle on peut mettre, par exemple, un micro est désactivée aussi. Vous avez le port HDMI qui est désactivé aussi. Vous avez la pré-rafale qui est désactivée. Vous avez la fonction de dual shooting qui vous permet à la fois de faire de la photo et de la vidéo qui n'est pas possible. Vous avez une rafale dont la vitesse est vraiment réduite. Vous avez en vidéo, c'est simple en fait, vous avez plus que de la 4K 25 en vidéo et vous avez plus du tout de suréchantillonnage. Et de manière générale, en fait, c'est bizarre parce que dès que vous mettez cette batterie-là, quand vous arrivez dans les menus, vous avez beaucoup de menus, en fait, tout simplement, qui ont disparu. Et les Américains, apparemment, n'ont même pas de 4K 24 avec cette batterie-là.
Je pense très clairement que c'est compatible, ça dépanne, mais imaginez pas une seconde que vous allez shooter avec cette batterie-là. Si vous prenez un R5 Mark II, vous allez devoir investir au moins dans une ou deux nouvelles batteries pour être à l'aise sur le terrain. Et les anciennes batteries, probablement qu'il faut les revendre. L'information, c'est que ce LPE6P acheté pour le R5 Mark II est utilisable par tous les autres modèles. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une LPE6P et la mettre sur un R6 Mark II. Donc probablement, et c'est ce que je vais faire, il faut vendre tout son stock de batteries NH que vous aviez et racheter probablement des batteries P que vous allez utiliser avec tous les autres modèles parce que c'est la même chose. Si vous avez un grip, l'ancien grip, il est compatible avec le R5 Mark II, mais il ne prend pas les nouvelles batteries. Donc, enfin, il ne tire pas bénéfice des nouvelles batteries. Donc en fait, il va falloir aussi utiliser le nouveau grip pour le R5 Mark II. Moi, je pense qu'il faut tout de suite se mettre en tête que le R5 Mark II, il nécessite cette nouvelle batterie et que les anciennes sont pas vraiment utilisable et en tout cas va pas vous fournir une solution au long terme. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Par contre, si vous avez un chargeur, que ce soit Patona, que ce soit quelle que soit la marque que vous utilisez, il peut charger les nouvelles batteries. Donc vous n'avez pas besoin de changer votre chargeur. D'ailleurs, même celui de Canon, hein, quand vous mettez les deux côte à côte, pour moi, c'est exactement les mêmes. Autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est la détection des yeux. Donc sur le Canon R5 Mark II, on a un viseur qui est devenu beaucoup plus gros parce que il y a des lecteurs d'iris qui regardent où est votre œil de façon à faire la mise au point là où vous êtes en train de regarder. Je l'ai utilisé un peu plus depuis la vidéo du test. Ça me semble mieux marcher que sur le Canon R3. Et surtout, moi, la grosse différence, c'est que je n'ai plus besoin de recalibrer à chaque fois que je le prends. Sur le Canon R3, j'avais l'impression qu'il fallait calibrer quasiment tous les jours et qu'il oubliait mon œil. On avait l'impression que tous les jours, j'avais un œil différent. Là, ce n'est pas le cas. Et surtout, il y a une option que je trouve très intéressante dans le R5 Mark II, c'est que le petit rond jaune qui montre où est-ce que vous êtes en train de regarder peut être caché. Moi, ce petit rond jaune, je le trouve extrêmement perturbant. On se rend bien compte qu'il n'est pas tout à fait exactement là où on regarde. Et il est vraiment perturbant. On peut le cacher maintenant sur le R5 Mark II et sur le R1, alors qu'on ne pouvait pas le cacher sur le R3. Et je pense sincèrement que si vous faites de la photo de sport ou de la photo animalière, c'est quelque chose qui fait peut-être même une grosse différence parce que ça donne une information à l'autofocus, où est-ce que vous voulez que l'autofocus se fasse et qui travaille en combinaison avec l'autofocus et c'est une information de plus pour le capteur. Donc ça marche pas mal. Ensuite, on a beaucoup de fonctions qui sont uniquement en JPEG dans ce Canon R5 Mark II. Ça a été probablement un de mes sujets cet été avec le Nikon Z6 III notamment. Qu'est-ce qu'on fait de ces fonctions où il n'y a que du JPEG? Eh bien écoutez, après un été de réflexion, ma réponse c'est elles servent à rien. C'est-à-dire que, sauf peut-être si vous êtes journaliste sportif et que vous avez besoin de faire du JPEG et de l'envoyer tout de suite, moi j'ai l'impression que toutes ces fonctions-là, elles sont surtout pour le marketing et la fiche de spec, mais qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui va les utiliser. Et on a une autre fonction qui n'avait pas été, je trouve, libellée JPEG, c'est une fonction de détection du flou. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Sur le papier, c'est vraiment sympa. Vous avez un nouveau menu dans le menu lecture qui s'appelle détection d'images floues. Quand vous rentrez dedans, on a la possibilité d'afficher une icône et d'afficher un cadre de détection de la zone de flou. Et vous pouvez régler en plus le niveau de détection, c'est-à-dire à partir de quand une photo, est-ce qu'elle doit être très fortement floue ou faiblement floue. Ça, c'est vous qui décidez. Et franchement, sur le terrain, c'est un truc où je me suis dit, ça va être game changer. Sauf que, entre-temps, en fait, ça s'applique qu'au JPEG. Et quand je dis que ça s'applique au JPEG, même si vous faites du JPEG plus RAW, la fonction ne fonctionne pas. Donc ça s'applique uniquement si vous faites du JPEG stricto sensus, rien d'autre. Et effectivement, je vous montre juste un exemple. Dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'on a une icône ici qui apparaît sur la zone qui est floue. Ici, j'avais fait exprès de mettre une vitesse basse et de bouger un peu. Et on a un petit icône ici qui dit détection d'image floue. Donc, l'idée est excellente, mais c'est une fonction qui marche finalement que quand vous êtes en JPEG seulement. Donc pour moi, ça ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va fonctionner qu'avec quelqu'un qui va jamais faire de RAW, quoi. Donc, pas très utile. Il y a un truc qui m'embête sur la pré-rafale RAW. Donc, on a cette nouvelle fonction qui manque vraiment de configurabilité. C'est-à-dire que c'est une fonction où on n'a pas la possibilité de lui dire que la durée, par exemple, on veut récupérer 0,5, on veut récupérer une seconde, on veut récupérer moins. Enfin, dans tous les autres marques, on a quand même pas mal de réglages liés à cette pré-capture. Le truc qui me gêne le plus, c'est la manière dont Canon l'a intégré sur le Canon R5 Mark II. C'est-à-dire que cette fonction-là, par exemple, on ne peut pas l'assigner sur un bouton.
c'est quelque chose que j'ai moi sur mon Sony. J'ai un bouton pré-rafale on, pré-rafale off. J'appuie sur ce bouton-là. Et en animalier notamment, bah, il y a des fois où je sais que j'ai pas besoin de pré-rafale. Ça m'évite qu'il récupère 0,5 ou 1 seconde de photo dont j'ai pas besoin. Ici, c'est pas possible. Donc, il y a une manière de le mettre dans le menu Q, là, le menu quick rapide. Sauf que là aussi, c'est mal fait. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le menu pré-rafale, vous rentrez dans un sous-menu. Ça vous oblige à faire un clic pour le menu Q, un clic pour rentrer dans le sous-menu rafale et ensuite à sélectionner on-off. Alors que chez Sony, je mets ça sur un bouton et si c'est on, bah, ça passe sur off et si c'est off, ça passe sur on. Un seul clic. Là, je me retrouve à faire 3 clics chez Canon. Donc Canon est d'habitude le roi de l'ergonomie. Là, pour la pré-rafale, j'avoue que j'espère que ça va changer parce que c'est pas extraordinaire. Certains m'ont dit qu'ils l'ont mis assigné sur un C2 ou un C3. C'est quelque chose qui est possible. Mais c'est vrai qu'en l'état, pas incroyable la manière dont c'est implémenté. La vitesse d'obturation, on n'en a pas parlé. C'est un des défauts du Canon R5 Mark II. Il est limité à 1/8 millième de seconde. Ça veut dire que là, j'ai pris encore ce matin des photos avec mon 1.2. 1/8 millième de seconde quand vous êtes à 1.2, ça arrive vite en pleine journée. Il y a une manière d'aller à 1/32 millième de seconde, mais c'est uniquement si vous vous mettez au mode TV ou au mode M. Mais moi qui shoot énormément en mode A, impossible d'avoir une vitesse de plus de 1/8 millième de seconde en mode A. Donc je suis obligé de passer en mode manuel et de régler ma vitesse et tout, mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus fastidieux. C'est vrai qu'un appareil de ce calibre-là, pas dépasser 1/8 millième de seconde en obturateur électronique, c'est quand même un peu étonnant. Le GPS, là aussi, c'est un sujet un peu étonnant. La fiche de spec de Canon USA et de Canon France n'étaient pas les mêmes au moment du lancement. C'était un peu bizarre. Il y avait des dissymétries comme ça. C'est pareil sur la vitesse d'obturation, il y avait des dissymétries entre les deux. Il n'y a pas de GPS sur le Canon R5 Mark II. C'est le truc classique. Si vous branchez votre smartphone, il va envoyer vos coordonnées. Mais non, il n'y a pas de GPS. Certains m'ont demandé des RAW. Des RAW pour pouvoir juger un peu de la qualité des images d'un Canon R5 Mark II. Donc je vous mets un pack de RAW à disposition dans la description. Donc vous avez des RAW à ISO 4000, des RAW à ISO 3200, 1600, ISO 200. Je vous ai mis un peu voilà avec différentes couleurs de l'animalier, ISO 200, ISO 6400, cela. Donc comme ça, ISO 12800 celui-là, vous voyez. Et je vous ai mis aussi cette voie lactée à ISO 3200 pour que vous vous rendiez compte un peu de qu'est-ce que ça donne tout ça. Et je vous ai mis la voie lactée, je vous l'ai mis à 3002, 6004 et 12800 ISO. Pack de RAW pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un RAW de Canon R5 Mark II. Voilà pour ce complément. Vous savez comment soutenir mon travail. ipln.fr, code créateur Damien. Ça me permet de toucher une petite commission. Ça m'aide beaucoup. Salut à tous.